Et bonjour, salut à vous tous, bienvenue sur Divulgation et Vérité. Aujourd'hui, je suis de retour en France, donc les émissions vont bien succéder. Et je suis avec mon invité du quotidien, Bernard. Salut Bernard. Salut Nicolas, bonjour à tout le monde, à ceux qui nous écoutent. Donc aujourd'hui, nous sommes en forme et c'est pourquoi nous allons étudier le thème du nucléaire, qui est un thème assez fragile, on peut le dire, sans faire de jeu de mots. Ouais. Bon. Donc en fait, on va étudier comment sont fabriquées les centrales nucléaires, comment on fait des bombes nucléaires également, et surtout la vie du nucléaire, à savoir les bombes nucléaires qui ont été mis en impact sur des pays tels que Hiroshima, la plus connue, les tests des plus grosses bombes telles que la Tsar Bomba, celle qui fait 50 mégatonnes. Et puis plein d'autres aussi que nous vous expliquerons, et le détail bien sûr de comment une centrale nucléaire peut se fissurer. Voilà. Donc, on va commencer par dire qu'est-ce que du nucléaire à la base. En fait, c'est juste plus simple que l'on peut se dire, c'est que en fait, le nucléaire est une fission en chaîne de plusieurs réactions, euh, dont quatre constituants sont nécessaires. Donc en fait, on a besoin d'un combustible, c'est là où se produit la fission. On a besoin d'un fluide caloporteur, ou enfin c'est liquide ou gazeux ça. Donc fluide caloporteur, c'est l'uranium, c'est ça? Le produit physique, ça peut être de l'uranium ou du plutonium. Mais selon le type de bombe, ça, c'est valable pour la bombe dite A, qui est la fracturation des atomes lourds, donc de plutonium ou d'uranium 235 ou enrichi, hein, parce que c'est des isotopes, il y a plus de neutrons dedans, dans le 236 pour l'uranium qui est enrichi, il a plus de protons, de neutrons, pardon. Et puis, il faut distinguer la fusion nucléaire, qui est la bombe dite H, qui est la fusion du deutérium ou du tritium, qui est un isotope de l'hydrogène. Hein, l'hydrogène a un proton, un électron, le deutérium a un neutron de plus et le tritium a deux protons de plus. Donc il y a un proton, le noyau, pour le tritium, et deux protons, et toujours un électron autour. Hein, l'hydrogène étant l'élément le plus simple dans l'univers, la particule ou particule onde particules. Hein, voilà, dans l'univers. Alors, si on veut, ben, on peut parler de qu'est-ce que c'est qu'un réacteur nucléaire. Alors, un réacteur nucléaire, ben, ça permet de produire une réaction de fission, là, sur des barres d'uranium enrichies. En principe, ils proviennent, d'ailleurs, ça servira après les déchets à faire des bombes thermonucléaires, donc des armes de merde qui emmerdent tout le monde. Et donc, ça provoque des fissions en chaîne. Et donc, ils arrivent à en contrôler l'intensité des réactions, c'est-à-dire d'absorber les neutrons qui sont émis, qui, eux, fracturent les atomes de deutérium ou de plutonium ou d'uranium enrichi, et les contrôles soit avec des barres graphiques, ça descend dans une piscine, etc. Donc, ça a la propriété, le graphite, d'absorber les neutrons, dans ce qui permet de contrôler l'intensité des réactions en chaîne qui se produisent dans le réacteur, et donc de contrôler pour pas que ça s'emballe, comme c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps au Japon, suite à un tsunami provoqué par un tremblement de terre, provoqué par les ARC, dont on a parlé dans une émission précédente d'ailleurs. En plus, c'était pas quelque chose de tout à fait naturel, avec les conséquences qu'on connaît. Hein, donc voilà.
Alors, les combustibles dans lesquels bon, bah, se produit la fission, alors il y a un fil coloporteur, bien sûr. Ça, c'est pour transformer l'eau enfin, la chaleur pour réchauffer de l'eau, pour la mettre à l'état de vapeur, qui va actionner des turbines qui vont entraîner un générateur qui va produire de l'électricité. Voilà comment ça fonctionne en gros. Hein. Donc, les motorateurs dans les réacteurs, hein, donc je viens de le dire, c'est pour ralentir les neutrons, hein, parce que si on enlève les trop, bah, ça exploserait, ça péterait. Hein, c'est les risques. Oui, on en parlera tout à l'heure. Hein, donc, alors, il y a pour les barres de commande, donc les barres de commande sont constituées de matériaux absorbants, donc je citais le graphite, hein, mais ça peut être d'autres choses aussi, hein, des corps qui sont dissous dans l'eau de la piscine pour les réacteurs actuels, hein, et donc ils font une concentration, par exemple sous forme d'acide borique, hein, le bore est un absorbeur de neutrons aussi, donc l'acide borique, ben, il y a l'hydrogène dedans, dans tout acide d'ailleurs. Hein, donc, la fission, bah, elle consiste à casser les noyaux lourds, hein, uranium ou plutonium, hein, leurs isotopes, plus exactement, hein, 235. Et donc, le plutonium, c'est 239 dans le tableau périodique des éléments. Et donc, sous l'effet de l'impact des neutrons, bah, les noyaux lourds se divisent en deux atomes plus petits et libèrent l'énergie et des neutrons, comme je l'ai dit, et etc. Alors, les neutrons vont bombarder un autre noyau, dans ça, il y a encore des neutrons qui vont bombarder d'autres, etc. C'est ça la réaction en chaîne. Ça dégage beaucoup d'énergie calorifique. Également des radiations, c'est-à-dire des ondes X, gamma, etc. Hein, donc, les gamma sont les neutrons qui sont devenus, les protons, pardon, qui sont devenus libres. Voilà. Alors, on a aussi, bah, il y a plusieurs filières pour les réacteurs. Il y a la filière de l'eau ordinaire ou légère, c'est-à-dire H2O, dont on avait déjà parlé, hein, qui est la molécule d'atome d'eau, parce que la molécule, c'est 2 H2O, c'est-à-dire 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Donc, ça s'est fait avec de l'uranium enrichi, hein, le 235 qui passe à U236, hein, donc enrichi en neutrons. La filière de l'eau lourde, pardon, avec de l'uranium naturel aussi, 235. Le lourd, donc je dis, c'est le deutérium, ça s'appelle. Hein, c'est donc un atome d'hydrogène avec un neutron de plus. Hein, voilà. Donc, 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 en fait, il y a deutérium et uranium. C'est ça? le deutérium, c'est de l'eau lourde. Hein, Ouais, donc, c'est naturel. en fait, l'eau lourde, l'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène, d'accord. Mhm. Mais l'eau lourde, donc l'hydrogène, on lui apporte des neutrons en plus. Le deutérium a un neutron. Donc l'hydrogène, à l'origine, il y a un proton et un électron qui tournent. Enfin, de toute façon, comme on dit aux gens à l'heure actuelle, c'est plus compliqué que ça, mais je ne vais pas m'étendre. Ça deviendrait trop compliqué en physique quantique. Et donc, pour faire du deutérium, ben, on fait rentrer un neutron de plus. Parce qu'on a le deutérium, on a un proton, le noyau, un neutron qui est collé au noyau, d'accord, et toujours un électron tour. Pour le tritium, ben, on met 2 protons de plus. Et c'est ce qu'on appelle de l'eau lourde. Ben oui, ça pèse beaucoup plus lourd parce que les neutrons ont une masse. Une masse. Et donc, enfin, une masse, comme ils appellent une masse. Bon, c'est aussi compliqué. Et puis, il y a la filière des neutrons rapides avec des combustibles plutonium et uranium naturel. Donc là, ils injectent avec des neutrons extrêmement rapides qui vont casser les noyaux atomiques de l'uranium ou du plutonium. Voilà, ce sont les filières, les 3 filières qui existent au niveau des réacteurs nucléaires à l'heure actuelle sur la planète. Alors, si tu peux faire un partage d'écran que j'ai fait pour voir, j'ai mis qu'un exemple de comment fonctionne en gros un réacteur. Là, tu pourrais le voir si tu l'as, tu peux le partager peut-être pour Oui, bien voir. sûr.
Ouais, Bien sûr, il n'y a pas de souci, je fais partager tout ça, moi. On partage les connaissances. voilà, voilà. Bah, c'est le but, hein. Voilà. Donc là, Voilà. là, vous avez un grand dessin, je vais quand même un peu agrandir. Voilà, vous avez un grand dessin que notre ami Gérard nous a fait des principes des réacteurs à eau pressurisée. Voilà. C'est-à-dire que c'est confiné on voit à gauche en violet, donc il y a le réacteur avec les barres de contrôle graphite que l'on voit au-dessus, hein. Donc c'est à gauche dans la cuve, là, tout à gauche, là. Ce qui est en violet et en bleu, sont les barres d'uranium ou de plutonium. Et ce qu'on voit, les petits traits, ce sont les barres de graphite qui permettent de modérer les réactions en chaîne. D'accord? Et donc ça, c'est dans une enceinte qui est pressurisée, bien sûr, pour éviter les radiations. Et donc, bon, bah, après, il y a un mélangeur. Donc, on voit l'eau là où c'est en bleu-vert et puis l'orange au-dessus. Donc, là, c'est là qu'il y a le caloporteur qui permet de chauffer la flotte, qui va donc, qui suit, si on suit la ligne orange, qui va donc dans les turbines qui tournent et qui font tourner le générateur d'électricité que l'on voit. Et puis l'eau qui est isolée du réacteur, enfin du cœur du réacteur, retourne dans les grandes tours que vous pouvez apercevoir pour ceux qui sont près des centrales nucléaires et donc qui émet de la fumée blanche qu'on voit, c'est de la vapeur d'eau qui est en principe non radioactive. Voilà, en gros, comment ça fonctionne une centrale nucléaire. Voilà, donc en fait, les cheminées, contrairement à ce qu'on peut croire, ne rejettent que de la fumée. Comme si que vous faisiez. Voilà, C'est parce qu'elle est ça. extrêmement chaude quand elle est passée dans les échangeurs et les turbines qui font tourner les générateurs électriques. Elle est encore relativement chaude à l'état de quasi-vapeur et c'est ce qu'on voit, les fumées blanches qui s'échappent en haut de ces grandes tours que l'on peut voir près des centrales nucléaires. Voilà, c'est ça. Tout à fait ça. Voilà, voilà. Donc, donc après, il y a un petit saviez-vous, bien sûr, pour ceux qui ont déjà lu, les neutrons émis par la fission d'un atome d'uranium 235, donc U-235, ont une Oui, vitesse de 20 000 km par seconde. C'est moins que la vitesse de la lumière. tout à fait. Donc, pour entretenir la réaction en chaîne, ces neutrons sont bien sûr ralentis par le modérateur jusqu'à une vitesse de 2 km par seconde. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est comme ça qu'ils contrôlent les réactions. Tout ça est fait automatiquement, électroniquement à l'heure actuelle. Il est certain que s'il y avait des problèmes de piratage informatique ou des problèmes de connexion ou d'interférence électrique ou même des interférences dues au warp dont on avait déjà parlé dans une précédente émission, ça deviendrait grave. Hein, donc, ça risquerait de péter. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, comme généralement, et ça, on en parle beaucoup, euh, quand les réacteurs ont des fissures, c'est généralement parce que il y a trop de vapeur. C'est ça? Ça peut être dû à plein de choses, à des secousses sismiques. À ce moment-là, il y a des fluides qui sont partiellement ou totalement radioactifs. Et Hmm. donc c'est dangereux, hein, parce que ça émet des énergies gamma X, etc., hein, même en UV nocif. Et donc, ça peut être causé par des secousses sismiques. Ça peut être également causé parce qu'il y a un emballement du réacteur, une défaillance dans les systèmes de contrôle de modération. Et à ce moment-là, donc la pression augmente à l'intérieur des cuves où se situe le réacteur, ou là, dans le cas de dessin, dans le confinement. Et donc, la pression étant tellement forte, ça finit par fissurer l'armature des cuves du réacteur. Ouais, ouais, c'est ça. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc là, on vous a expliqué la définition et comment fonctionne une centrale nucléaire. Maintenant, on va vous expliquer
comment marche une bombe atomique, qui est bien sûr nucléaire, mais attention, une bombe atomique qui a soit par hydrogène, soit une bombe A, dit une bombe de mélange de plutonium et d'uranium. Donc, et qui n'a pas les mêmes trucs, les mêmes conséquences. Donc, la bombe A, qui est par fission nucléaire, elle est relativement simple. Il s'agit de déclencher une réaction en chaîne. Donc, autrement dit, c'est de casser le noyau d'un atome de façon à ce que le phénomène se répète en multipliant par deux le, le coût, en fait, le coût de la, de l'atome qui est fissuré. Donc, on a une croissance exponentielle qui libère une énergie formidable. Enfin, formidable. Oui. On l'a dit, hein. Donc, ça s'appelle la fission et non la fusion. Parce que la Voilà. fusion, c'est encore autre chose. C'était les premières bombes atomiques. Alors, comment ils provoquent la fission des atomes? Eh bien, donc, ils prenaient à l'époque de l'uranium, deux demi-sphères d'uranium, et puis, donc, espacées de quelques micromètres. Et donc, c'était bardé tout autour d'explosifs, TNT d'ailleurs, hein, et donc, avec des détonateurs qui déclenchaient systématiquement l'explosion. Toutes les charges donc d'explosifs étaient déclenchées au même instant précis. Il y a comme ça que ça pouvait marcher, ce qui avait pour conséquence de rapprocher instantanément les deux demi-sphères d'uranium ou de plutonium. Enfin, au début, c'était de l'uranium d'ailleurs. Et donc, et à ce moment-là, il y avait une fission qui se déclenchait par la pression de l'explosion de charge de TNT. Et donc, la réaction en chaîne de fission se produisait. Il y avait donc le bombardement, comme cité dans les réacteurs actuels, bombardement de neutrons qui cassaient les atomes d'uranium. Hein, donc, les réactions. Donc, quand un atome d'uranium est cassé, il émet des neutrons automatiquement. Hein, et donc, et d'ailleurs, c'est le proton qui reste seul qui émet les rayons gamma. Et donc, à ce moment-là, bah, ces neutrons qui sont accélérés vont casser d'autres noyaux, qui eux-mêmes vont encore casser d'autres noyaux, etc. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne, qui est quasi instantanée. Voilà. C'est ça, ouais. Tout à fait ça. Donc là, tu as clairement bien résumé toute la bombe A, en fait. Oui, bah, Je crois qu'il n'y a pas à rajouter. ils ne font plus maintenant, ils font que des bombages. Hein. Puis Oui, on le verra après, d'autres types de bombes aussi. Ouais, ils sont ingénieux pour faire des armes de merde, mais bon, enfin, bref. voilà. Donc là, on vous a expliqué comment était la bombe A, donc qui est par fission nucléaire. Et là, on va vous expliquer la bombe H, qui est par fusion nucléaire. Et qui, bien sûr, comme vous l'aurez remarqué, la bombe H comme hydrogène. Et l'hydrogène, c'est de l'eau. Voilà. Alors, en gros, je ne dis pas l'article, mais en gros, si on veut, il se sert d'une explosion de fission de type bombe A pour fusionner les atomes d'hydrogène d'eau lourde, de deutérium, comme je l'ai dit. Et donc, effectivement, les opérations de fusion à chaud, donc c'est à chaud, parce qu'il en existe à froid, que les gens ne connaissent pas. Et donc, à ce moment-là, bah, ça dégage encore beaucoup plus d'énergie que la bombe. Donc, l'énergie de fission est l'allumette qui lui permet de mettre le feu, entre parenthèses, à l'eau lourde, hein, donc, qui fusionne. Donc, les atomes d'hydrogène avec nos deux petits neutrons, là, pour le deutérium, fusionnent ensemble et ça dégage beaucoup plus d'énergie. C'est pour ça que ça fait beaucoup plus de dégâts. Voilà. Et à savoir aussi, et ça,
j'ai lu ça et c'est extrêmement bien pour ceux qui veulent fabriquer des ballons à hélium. C'est que la bombe A sert d'allumette géante pour provoquer la fusion de matière fissile, mais si vous y ajoutez du plutonium ou de l'uranium, et ben, quand les atomes ils se collent, et ben, ça crée l'hélium. Tout à fait. Et ça crée l'hélium, et donc c'est pour ça que par la suite, on les utilise pour faire des ballons à hélium pour aller dans la haute atmosphère ou autre chose. Voilà, tout à fait, oui. L'hélium, c'est le deuxième élément du tableau périodique des éléments. Et voilà, lui a deux neutrons, deux protons, pardon, l'hélium, deux protons, deux électrons. La couche, entre guillemets, périphérique est pleine. Mais il y a Ouais, aussi des isotopes d'hélium avec des neutrons en plus, hein, bien sûr, ça existe aussi. ça. Donc pour résumer, la bombe H, donc c'est la bombe hydrogène, fonctionne avec le principe d'une triple réaction. La fusion, donc le deutérium et le tritium, qui déclenche la fission, donc de l'uranium ou du plutonium, et qui ensuite, à son tour, provoque la fusion de matières fissiles, le Ouais, plutonium ou l'uranium. Et c'est actuellement, en fait, le paramétrage de toutes les armes nucléaires actuelles. tout à Que ce fait. soit sous-marine, que ce soit avec missiles balistiques, toutes les armes nucléaires sont configurées de cette façon. Voilà. Donc, après, comme tu l'as dit, il n'y a pas que la bombe A et la bombe H. Il y a aussi d'autres bombes qui ont été mises au jour parce qu'il y a la technologie qui est là. C'est les bombes à neutrons. Alors Oui, ça, les alors, bombes les bombes à neutrons, si tu veux, donc ça émet bien des neutrons, ça a l'avantage d'être pratiquement pas radioactif, déjà. Et au niveau de l'impact de la bombe, de ces engins de bombes à neutrons, il faut considérer que le rayon de destruction est d'environ 1 kilomètre. 1 kilomètre. Tandis qu'avec les bombes à hydrogène, ça s'étend beaucoup plus loin. Hmm. Voilà, Ensuite, c'est oui, ça. Donc après, on a l'impulsion, l'impulsion, oui, l'EMP, l'EMP, c'est impulsion, oui, je l'ai mis. L'impulsion électromagnétique c'est ou ça. bombe, ça s'appelle aussi bombe, c'est-à-dire c'est l'abréviation de électrique ou Ouais. électromagnétique bombe. Alors là, ça crée, parce qu'ils se sont rendus compte il y a très longtemps que quand il y a des explosions thermonucléaires, ça perturbait énormément tous les circuits électriques, de commande, etc. Ça émettait un flash électromagnétique. D'accord? Et Hmm. donc, ils ont eu la géniale idée, comme d'habitude, de fabriquer des bombes qui émettent ces flashs électromagnétiques alors qu'ils bousillent tout, hein. Tout ce qui est Ah, électromagnétique, que ce soit ordinateur, téléphone, centrale électrique, tout le machin, lorsque ce type de bombe est envoyé, ça bousille toutes les télécommunications, etc. D'accord? ouais, c'est ça. Voilà. Et ensuite, bon, j'en trouvais aussi très intéressant de l'uranium appauvri, c'est-à-dire ils fabriquent des balles, par exemple, ou des obus, entre guillemets, qui ne sont pas fabriqués en plomb ou en cuivre, etc. Ils sont fabriqués en uranium appauvri. Et comme l'uranium est quand même un élément extrêmement dense et lourd et résistant, donc ça pénètre plus profondément, soit dans la chair des pauvres qui se font tuer, ou des immeubles, ou d'un char, etc. Hein, donc, ils ont inventé ça aussi. Hein, ils fabriquent des munitions avec de l'uranium appauvri, qui est sorti après des centrales nucléaires quand il a perdu tous ses neutrons. Voilà. Exact. Donc là, on va résumer un peu l'explosion atomique ou nucléaire, ça dépend comment on l'appelle, hein. Les deux, c'est la même chose, hein, on peut le dire clairement. Oui, oui. Donc on va vous résumer comment ça se passe une fois qu'il y a eu la bombe larguée et puis l'explosion s'est fait. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il se passe que l'énergie libérée, qui est exprimée souvent en kilotonnes, après, il y en a certaines qui sont exprimées en mégatonnes, telles que la Tsar Bomba, qui fait 50 mégatonnes. Et là, c'est vraiment du lourd. Donc, tout ça, c'est de la TNT. Donc, il faut savoir qu'une tonne, ça développe 10 puissance 9 calories, soit environ, mais ça, c'est après des mathématiques, 4,18 fois 10 puissance 9 joules. Donc, c'est l'équivalent pour 10 puissance 9 calories, c'est un peu l'équivalent, on va dire, de, ouais, de 5 restos McDo avec tous les menus au complet. On peut dire ça comme ça. Oui, oui. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, le joule, c'est la mesure, l'unité d'énergie. Dans la célèbre équation d'Einstein, E égale mc carré, qui est E égale l'énergie, m la masse, et c carré, c'est la vitesse de la lumière, qui n'est pas constante partout dans l'univers, même dans le système solaire et même dans les galaxies, bien entendu. J'en avais parlé. Voilà. Donc, c'est l'unité de mesure euh, du système international de l'énergie. Ouais. Donc l'énergie qui est libérée de plusieurs ordres de grandeur sont supérieurs aux explosifs conventionnels. Donc ça libère beaucoup de radioactivité et ça a des effets assez conséquents parce que ça a un effet de flash thermique à la base. Ça est aussi un effet incendiaire, comme on le constate à chaque fois, Oui, qui est qui très est, important d'ailleurs. Oui. voilà, qui est bien sûr le déclencheur numéro un des incendies massifs. Donc c'est la chose qu'on regarde le plus après qu'il y ait une bombe nucléaire qui soit passée sur une ville ou un pays, c'est est-ce qu'il y a eu des incendies. Il y a eu un souffle, parce que le souffle de la bombe est très énorme et il va sur un rayon d'environ 20 km, je crois. Oui, ça dépend bon, bah, de la charge initiale de la bombe avec du type Ouais. de bombe, hein, Enfin, effectivement. si on prend une mégatonne, c'est 20 km. Oui, à peu près. Oui. Ouais, voilà. Un petit peu plus. Ouais. Donc 20 km, c'est l'égale distance de Paris jusqu'à Versailles. Oui, à peu près. Il faut savoir, une petite parenthèse, que pour ce qui est de la propriété incendiaire, c'est environ 45% de l'énergie libérée et autant 45% à peu près pour le souffle. Le reste, c'est environ 10% pour les effets radioactifs, pour une bombe à hydrogène standard, une bombe H. C'est ça. Et aussi, ça par contre, je ne savais pas, l'impulsion électromagnétique qui est éventuellement créée par les explosions en altitude. Tout à Donc, fait. donc en fait, ça, sa définition, ça déstabilise bien sûr les objets électroniques tels que les téléphones, les télés, les ordinateurs, les box, tout ce qui est à base d'électronique, même les voitures d'aujourd'hui, sont déstabilisées et donc par conséquent éteints. Exact. Euh, bien sûr, ça, vous vous en douterez, c'est la radiation émise par l'explosion euh, avec les retombées. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est environ 10% de l'énergie émise par un explosion thermonucléaire. Et donc, ça représente environ 10%, donc, comme tu le dis. Et comment dirais-je, le taux de radioactivité descend très rapidement. Très rapidement. Mais par contre, après, il y a les poussières radioactives de l'engin qui contenait les charges explosives, et donc qui retombent sous forme de poussière, ainsi que les particules naturelles qu'il y a dans l'atmosphère des planètes, hein, peu importe, et donc qui retombent après progressivement et qui contaminent les gens et puis le sol, etc. En fait, il faut savoir que il faut, lorsqu'il y a un risque d'alerte sur une bombe atomique qui risque de péter, pardon, donc ça s'appelle l'alerte au flash, il ne faut absolument pas regarder
et se mettre à l'abri même dans un petit fossé, un petit creux de terrain, etc., pour pas prendre le flash, parce que le flash, il risque de vous griller sur place avant le phénomène d'incendie. D'accord? Et Mhm. puis après, bon, après, il y a le souffle. Alors, si vous êtes protégé par un monticule ou un rocher, un truc comme ça, c'est important. Vous êtes à l'abri du souffle, parce que là, il va vous balayer comme un fétu de paille. D'accord? Mais après, pour les retombées, il faut savoir une feuille de papier journal, plusieurs, va vous protéger, si vous n'avez pas de combinaison spéciale, va vous protéger des retombées radioactives qui vont décroître très rapidement. Mais bon, le sol, on ne peut pas le protéger. Donc après, vous connaissez la suite, les animaux vont manger ça, vous allez manger les animaux et qui vont vous contaminer, bien entendu. Alors la meilleure chose à faire, bon, si vous avez pris des retombées radioactives sur vous, ben, c'est d'aller vous prendre une douche très, 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 très vite et abondante. Hein, Et oui, et de changer de vêtements, les jeter, les brûler, les vêtements. D'accord? et oui, oui, parce que là, sinon, là, Ah bah sinon, vous allez avoir des c'est chaud. atteintes à la glande thyroïde, etc. Enfin, tout, sans parler après bon, des effets thermiques, hein, donc les brûlures, etc. Parce que après, quand la boule de feu prend de l'expansion, ça crame tout. Hein. Si vous prenez le, le flash thermique, là, bah, c'est pareil, hein, vous allez cramer, quoi, carrément. C'est clair. Donc, on va, donc à la suite de ça, on va quand même énumérer pour la France, hein. Parce que bon, c'est le pays qui est un peu en danger. On va quand même énumérer les numéros et les chiffres vitaux à propos du nucléaire. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 vas-y, vas-y. Donc, les 10 chiffres très importants à connaître sur le nucléaire. Le chiffre 58, c'est le nombre de réacteurs qu'on a en France, qui ont bien sûr une puissance de 63 gigawatts. Giga, hein. Donc, c'est quand même assez énorme. Et qui produit bien sûr toute l'électricité, ou alors si c'est pas toute, c'est la majeure partie de l'électricité pour toute la France. Donc c'est très réparti, hein. Les réacteurs sont répartis dans l'Hexagone, euh, donc c'est bien fait. Euh, 1957, c'est l'année de la première centrale nucléaire, qui est située en Indre-et-Loire, à Chinon. D'ailleurs, ça doit pas être très loin de chez toi, ça. Chinon. Et donc, c'est le premier réacteur électronucléaire qui a été mis en place par EDF. Euh, donc, c'était pour des raisons économiques, tout ça, bien sûr. Ensuite, 77%, c'est le pourcentage que représente en 2014 le nucléaire pour l'énergie totale de la France. Donc, comme je le disais, il y a 58 centrales nucléaires pour 63 gigawatts et ça représente 77% de la production d'énergie en France. 12%, 6 sont pour l'hydraulique, donc avec l'eau, et 5% sont pour les centrales thermiques, donc c'est soit le charbon ou alors autre chose, thermique à combustion fossile, bien sûr. 3,1% sont pour l'éolien, donc c'est le vent. Petite astuce d'ailleurs, le dieu grec du vent, c'était Éole. C'était pour le petit rapprochement. Et 1%, c'est pour le photovoltaïque, donc l'énergie solaire, en fait. Qui d'ailleurs, par la petite astuce, va être développée de plus en plus à cause du nucléaire qui commence à peser lourd. Ensuite, on est deuxième. Numéro 2, c'est le deuxième producteur mondial d'électricité nucléaire. On est derrière les États-Unis, en fait. Le premier producteur sont les États-Unis.
Et donc après, il y a en troisième place la Russie, la Chine, le Canada et le Royaume-Uni. Donc dans le monde, il y a aujourd'hui, hein, d'accord, dans le monde, 434 réacteurs nucléaires. C'est beaucoup trop, c'est largement beaucoup trop. Et d'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, voudrait retirer 287 réacteurs d'ici 2030, ce qui est très rassurant. 220 000. 220 000, c'est le nombre de salariés qui sont dans le secteur nucléaire. À savoir que le secteur nucléaire en France regroupe 2500 entreprises pour 220 000 salariés, bien sûr. Donc c'est quand même assez énorme pour une petite filière dont la production est majeure. 20 milliards, vous en doutez, c'est pas le prix qui a coûté les centrales nucléaires, mais 20 milliards, c'est bien le budget et les bénéfices que Areva a économisé chaque année pour le nucléaire. Donc il a 20 milliards de côté pour investir dans le nucléaire, donc soit pour la maintenir, pour entretenir les centrales parce qu'elles sont soit vieilles, soit trop courtes, soit parce qu'il faut remettre de l'uranium ou du plutonium, soit parce que les piscines sont... Enfin bref. Donc il faut 20 milliards. 59,8 euros. Bah, c'est tout simplement en fait le coût de production de l'électricité nucléaire par mégawattheure. Voilà, ça coûte 59,8 euros. Donc c'est un coût pour ma part assez énorme. On devrait le réduire à 42 euros par mégawattheure, mais bon, c'est pas moi qui décide encore une fois. Donc après, je vous laisse faire le calcul, hein, bien sûr. Donc c'est un coût sur 3 années consécutives qui a été en hausse de 20,6%. 20% de hausse, c'est hyper haut. C'est comme si que demain on vous disait que l'essence, le diesel était à 2,30 €. C'est extrêmement haut. Zéro. Zéro, c'est le taux de rejet de CO2 dans l'atmosphère par réacteur. Un réacteur nucléaire ne rejette aucun CO2. Enfin, c'est ce que disent bien sûr les experts du nucléaire et EDF. Moi, j'y crois pas trop, personnellement. C'est de la vapeur d'eau au principal. Hein. C'est Oui, de la bien vapeur sûr. d'eau comme j'expliquais tout à l'heure. Hein. Oui, oui, bien sûr, mais après, il y a aussi les fuites, hein. Oui, oui, Là, c'est pas la même chose. bien sûr. Après, 50% en 2025, ça en France, c'est pour la transition. C'est le projet de loi qui a été mis en place, c'est la croissance verte, ils appellent ça. Donc, on va passer de 75 à 50% de part nucléaire d'ici 2025 en France. Et, donc, bah, ça va réduire en même temps le taux d'euros et ça va réduire le taux de gigawattheure émis par les centrales. Et pour finir, le dernier chiffre, 1. Qu'est-ce que 1? C'est le réacteur nucléaire qui est en construction à Flamanville, donc c'est en Basse-Normandie, c'est pas loin de chez moi, et qui va être mis en service l'année prochaine. Voilà, c'est le dernier réacteur. Et qui sera d'ailleurs aussi le plus puissant réacteur au monde, qui va dégager 1600 MW contre 1500 MW pour les plus récents qui sont construits. Voilà. Donc c'était des chiffres à énumérer, hein. C'est des chiffres importants qui sont à prendre en compte pour ceux qui veulent s'intéresser au nucléaire ou pour les personnes qui veulent boycotter ou, comme Greenpeace, faire des lanceurs d'alerte contre le nucléaire, bien sûr. Tu as un petit mot à rajouter, Bernard?
sachant que les produits fissiles générés dans les centrales servent à fabriquer des bombes après. Hein. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure. OK? C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, t'as un petit truc à rajouter pour la suite? Non, Pour ça? pour Non? l'instant, ça va, à moins que, je sais pas, on veuille parler de ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Oui, non, mais c'était pour justement les chiffres par rapport à ça. C'était pour savoir si tu avais un petit commentaire à faire. Non, non, bah c'est exact ce que tu dis, hein, ce sont des Hmm. informations exactes. Ça devient Voilà. heureux quand moi, je sais ce qui s'est passé sur Mars, entre autres, et sur Yama, qui était une super Terre, donc 3 fois plus grosse que la planète Terre, dont il ne reste que la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et donc, bah, ça, c'est pas, vu ce qui s'est passé, bon, bah, ça craint pour la planète Terre. Voilà. Oui. Oui, bah, c'est vrai quand on va énumérer ça, c'est que tout brièvement, c'est que Mars, Mars était à la base notre planète, pas mère, mais avant la Terre, c'était notre planète maison. Et des humains. Et donc, il y a eu une guerre nucléaire qui s'est finie et nous, on a été transportés sur la Terre, bien sûr. C'est pour ça que dans la Bible, on vous dira Dieu a pris ça et tout. En fait, ça vous remplacez Dieu par les extraterrestres et c'est parti. Et, euh, et donc, en fait, il y a eu une guerre nucléaire qui s'est produite. Ça a pété de partout. Et en fait, ça explique maintenant la fine couche de l'atmosphère de Mars. Enfin, Voilà. elle est pas rouge comme on le fait croire. Hein. Elle est bleu jaunâtre, ça dépend des heures de jour. Non, c'est pas Mm. vrai ça. Hein. Elle n'est Oui, pas oui. comme le sol n'est pas rouge de Mars, il est brun comme on trouve en Afrique. Hein. Bon, il y a beaucoup d'oxyde de fer dans le sol martien. Et donc, mais c'est pas aussi rouge qu'on fait voir sur les photos de la NASA, c'est pas vrai. Et le ciel est parfaitement bleu, enfin bleu pâle, un peu comme un coucher de soleil sur la planète Terre avec des traces jaunes, hein, parce qu'il y a beaucoup de poussière aussi, il y a des vents bien sûr. Sur Oui. Mars, il y a beaucoup de poussière hein, qui se balade. Mais il faut savoir que c'est respirable au même niveau que si vous alliez en haute montagne respirer l'air, vous allez manquer d'oxygène. Et sur Mars, c'est la même chose, comme type d'air respirable. Mais comme la gravité, la planète étant plus petite que la Terre, la gravité est inférieure, donc vous n'êtes pas essoufflé en réalité. Hein, mais on le cache aux gens, mais il faut savoir qu'il y a de la végétation qui pousse sur Mars, il y a de l'eau qui est consommable. Hein, il faut pas croire ce que la NASA et compagnie racontent aux gens, c'est pas vrai. Tout ça est camouflé pour vous maintenir dans l'ignorance. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait tout simplement pour résumer, Mars est aussi potable que la Terre. C'est et aussi vivable. Pas tout à fait, ça dépend des zones. Hein. Des zones aussi, hein, c'est Oui, pareil. bien sûr. Hein. Si on va dans les bonnes zones adéquates, c'est aussi vivable, Tout à fait, mais ils camouflent tout ça sur les images hein, qui bien diffusent, sûr. bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Donc oui, on va parler de la bombe, hein. La bombe Hiroshima, la fameuse bombe qui s'est abattue lors de la Seconde Guerre mondiale sur le Japon pour éteindre les Japonais de leur puissance face aux Américains. Donc, à savoir que pendant cette histoire-là, on va quand même réénumérer l'histoire, c'est que les Japonais étaient alliés avec les nazis, donc l'Allemagne nazie, et que dans le Pacifique, c'était les maîtres, on va dire. C'était eux qui dominaient l'Asie, ils avaient le contrôle sur la Chine, ils avaient le contrôle sur toutes les îles Pacifiques. Donc c'était quand même une armée assez colossale, assez puissante. Et nos alliés à l'époque, qui étaient les Américains, le Canada, le Royaume-Uni, enfin voilà, avec Hawaï, donc ils ont pris une bombe et ils l'ont balancée sur Hiroshima pour les faire un peu calmer dans leur élan. Chose qui, bien sûr, Parce que a... il y a oui, ça a été décidé après l'opération de Pearl Harbor. Oui, voilà. Parce que à la base, les Japonais voulaient prendre Hawaï des États-Unis. Donc oui, ça a vite calmé les Japonais, mais ils ont balancé dans les médias, ils vont dire ça, et même dans les bouquins d'histoire, ils vous ont balancé cette fameuse bombe nucléaire qui a ravagé tout et que bon, les Japonais ne sont pas trop remis, enfin du moins les anciens,
Les Japonais ne sont pas trop remis d'ici là, mais il faut savoir que ce n'est pas une bombe nucléaire qui a été explosée, c'était tout simplement une bombe incendiaire qui a eu à peu près les mêmes effets Des bombes incendiaires. Une grande des, quantité de bombes incendiaires au napalm, comme ça a été fait en Corée d'ailleurs. Il y avait la guerre de Corée, hein, d'ailleurs. Alors, donc c'est-à-dire que si vous retrouvez des photos, et je pense que vous y retrouverez des photos, euh, le noyau, si vous arrivez à voir le noyau de la bombe, là où ça a explosé au cœur, et ben sur les photos, vous trouverez que aux alentours, il y a des gens qui sont debout et non pas par terre, et qui marchent bien sûr tranquillou, comme si que, bah, il y avait un attentat qui s'était terminé. Voilà. Donc c'est quand même assez louche pour une bombe nucléaire, parce que normalement, au premier rang, les gens doivent être morts. Ça, c'est une conclusion qui est quand même assez troublante. Donc non, ce n'est pas une bombe nucléaire qui a été tombée sur Hiroshima. c'est vrai que c'est très curieux cette histoire-là, parce qu'il faut savoir que donc la bombe, d'abord les Américains avaient dans une banlieue de Tokyo fait pleuvoir des bombes incendiaires, d'accord? Ça a mis le feu partout. Ensuite, à Hiroshima, en Nagasaki, à Hiroshima, la bombe s'appelait Little Boy d'ailleurs. Elle a explosé entre le 6 et puis le 9 pour Nagasaki, août 1945 à une altitude à peu près comprise entre 500 et 600 mètres d'altitude. Alors effectivement, il peut y avoir des bâtiments qui sont restés debout, les bâtiments, je parle. L'effet incendiaire, bon, comme les maisons au Japon sont construites en bambou et en papier, etc., pour la plupart, en plus, ça s'est passé à l'heure où les gens étaient en train de manger, donc ils avaient aussi leur petit réchaud à gaz ou autre chose, peu importe, ou leur feu, ce qui n'a rien arrangé du tout. Mais le fait extrêmement étonnant, que des bâtiments soient restés, construits en dur, soient restés debout relativement près du point zéro, admettons, ça peut arriver, parce que c'était une bombe de type A, donc la puissance était quand même largement inférieure aux bombes actuelles. Mais le fait que des gens à proximité du point zéro soient restés debout puis intacts, c'est quand même quelque chose d'extrêmement étonnant. Étonnant. Il faut savoir qu'il y avait à l'époque la guerre entre l'URSS, l'ancienne URSS, et les États-Unis pour savoir qui le premier aurait l'arme nucléaire aussi. Alors, il peut y avoir d'une part de l'intox, c'est clair, c'est à étudier de plus près, on le saura plus tard. Et donc, mais ça peut être causé, il faut savoir qu'avec les effets thermiques d'une bombe nucléaire, donc ça déclenche des incendies énormes. Donc, compte tenu du type de construction à l'époque à Hiroshima et à Nagasaki, donc c'est pas étonnant que si c'est une bombe réellement une bombe nucléaire, que les maisons aient cramé, donc tout à proximité de la bombe, quoi, dans un rayon de quelques kilomètres. Mais le fait est extrêmement étonnant de voir, je veux dire, dans les gens debout. Alors, ce que les photos ont elles été prises après que le flash nucléaire ait lieu et le souffle, parce que les gens, avec le flash, ils auraient dû brûler instantanément, vaporiser, d'accord? Avec le souffle, ils auraient dû être balayés comme des fécus de paille, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, bon, qu'il y ait quelques bâtiments durs, compte tenu de l'altitude qui est entre 500 et 600 mètres, donc les vecteurs de puissance sont inclinés en proportion d'un certain angle et non pas horizontaux. Hein, et donc, que des bâtiments durs aient résisté, c'est possible, ça. Mais maintenant, le débat reste entier là-dessus, on le saura plus tard, de savoir si c'est réellement une bombe thermonucléaire ou pas. Hein, donc, voilà. Et donc, ça reste entier. Hein. Il y a deux possibilités où c'est réel, c'est que vraiment une bombe de type A,
une des premières qui a été faite, d'ailleurs, elle était énorme, hein, elle s'appelait Little Boy, pour rigoler, petit garçon, mais en fait, c'était énorme, c'était un gros bébé, je vais dire. Et donc, voilà, qui pesait plusieurs centaines de kilos. Et oui, largement. Et donc, voilà. Alors, mais maintenant, il y a des faits. Bon, reste à savoir si les photos qui ont été prises de gens qui sont debout sont arrivés après l'explosion, les effets thermiques, les effets flash, les effets de souffle, etc. Ça reste à vérifier. Moi, je n'ai pas, parce que je ne m'intéresse pas à ce genre de choses, je le dis franchement, j'essaie d'éveiller les gens sur les réalités de ce qu'ils devraient savoir. Et donc, bon, ça reste à vérifier, ça, maintenant. Parce que si les photos ont été prises avant, ben, les gens, après l'explosion, peuvent marcher pour venir voir ce qui s'est passé, parce que les gens ignoraient les phénomènes d'explosion thermonucléaire. Hein, donc, c'est possible. Tout ça est à vérifier. Hein. Oui, c'est sûr. Faut se méfier des informations. Alors, ou d'une part, il y a un intox des Américains pour faire peur à l'URSS à l'époque, ou ce sont que des bombes incendiaires, parce qu'ils l'ont fait dans la banlieue de Tokyo, ils ont fait des essais un petit peu avant, les explosions sur Hiroshima et Nagasaki. D'accord. Donc, ils ont fait des essais en lançant plein de bombes thermiques, incendiaire, donc pour voir les effets que ça faisait, et ça fait effectivement les mêmes effets qu'on a vus sur certaines images à Hiroshima et Nagasaki. Le débat reste ouvert, faute d'informations sûres et sérieuses sur les photos qui ont été prises quand par rapport à l'explosion dite prétendue ou réelle. Ça, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas le temps de faire des recherches plus avant. C'est sûr. Voilà. Bah, il faudrait que quelqu'un ait le temps. D'ailleurs, si je passe un petit coup de message, s'il y a quelqu'un qui est vraiment branché pour faire des recherches, pour se consacrer vraiment à une recherche sur ce qui s'est passé à Hiroshima en 1945, le 6 août, écoutez, vous êtes le bienvenu. On vous aidera et on y mettra un peu de notre énergie et dès que vous aurez fini votre petite enquête, eh ben, on mettra tout ça sur l'émission et vous serez invité à l'émission. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si on regarde de loin comme ça, euh, bombe Hiroshima n'est pas nucléaire, avec plusieurs d'autres thèmes, ça voudrait dire qu'en fait, l'URSS aurait été la première puissance mondiale. Et donc, en fait, comme on s'aperçoit et on prend un peu de recul, les Ricains, au niveau information, sont des beaux, mais alors des très beaux magouilleurs. Oui, c'est exact. Mais moi, je pars du principe, et toi aussi, Nicolas, qu'il ne faut jamais juger avant d'avoir examiné. Hein, d'accord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien examiner, il faut avoir tous les éléments sérieux et précis avant de savoir. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, c'est de la connerie. Il faut savoir ou ne pas savoir, ça on est sûr. Et pour l'instant, j'en sais pas plus, donc je ne peux pas trancher en faveur d'une théorie ou de l'autre. Voilà, sur les faits. On t'entend plus. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Bah, écoute, moi, de ton côté, de mon côté, on cherche toujours, de tout sens. Et j'invite les gens qui veulent chercher la vérité bah, à vous renseigner. Parce que c'est maintenant, il y a tellement d'articles, il y a tellement de sites internet qu'on peut se renseigner sur tout et n'importe quoi très facilement en ayant les bonnes données. Après, vous faites votre propre avis critique, ce qui est l'essentiel d'aujourd'hui, parce que malheureusement, et ça j'en constate avec des amis, c'est que dans les écoles d'aujourd'hui, le, le, le seuil enfin pas le seuil, mais la pensée critique, ils ne la font plus apprendre. C'est-à-dire que si pour avoir vos propres opinions, et ben en fait vous pouvez plus avoir vos propres opinions pour les enfants qui vont venir. Ils vont décider et être guidés par quelqu'un d'autre.
Ça va être comme ça et puis c'est tout en fait. Donc c'est quelque chose de très inquiétant. Donc j'invite tout le monde à avoir votre propre opinion et de la faire partager bien sûr à tout le monde. Comme ça, tout le monde se débat de ce sujet et puis au moins on s'y retrouve. Là, il faut examiner toutes ces choses-là avec discernement, hein, parce que Mm. on trouve beaucoup d'enseignements qui sont vrais, véridiques, mais on trouve aussi beaucoup d'intox, hein, de faux. Il y a aussi les trolls, hein, qui diffusent pas mal d'infos qui sont fausses pour aiguiller dans la mauvaise voie la population matérielle. Il faut le savoir quand même. Donc, faut analyser tout ça avec discernement. Et effectivement, se forger sa propre opinion après avoir étudié une question. Voilà. Mm. C'est ça. Donc là, on est arrivé à la fin de la vidéo. C'était un excellent thème de nucléaire aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, de nous avoir vus. Merci pour l'émission. Euh, N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions ou pour laisser un petit commentaire parce que ça vous a plu et tout. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous avez envie. Et on se retrouve lundi prochain, deuxième jour de la semaine, toujours à la même heure, 18h, 19h pour l'heure française. Et on se dit au revoir, à ciao, bye bye. Salut les gens, salut Bernard. Salut Nico.